habite à la clinique de la Colline à Genève depuis 2018 et son métier, c'est notamment de faire des tests de VO2 max et d'effort et il veut nous parler un peu plus de cela aujourd'hui. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer, ce que tu as exactement comme métier et depuis quand tu fais cela? Ouais, alors bonjour à tous. Je fais ce métier depuis 2018. J'ai fini mes études en sciences du sport ici à Lausanne en été 2018 Mmh. et je suis un peu nostalgique de Ah oui. revenir ici. J'étais pas tellement revenu depuis la fin de mes études et je travaille à la clinique La Colline de Genève, qui est un centre suisse olympique. Et en fait, dans ce centre, donc sous le même toit, il y a des médecins du sport, Oui. des physios du sport. Et moi, j'ai le rôle de, alors, ouais, physiologiste, préparateur physique, grosso modo, où je m'occupe de faire passer des tests d'effort, donc pour les pratiquants de course à pied, trail, triathlon, cyclisme, et ensuite leur faire de la planification d'entraînement. OK. Et aussi, et ça je faisais surtout au début, j'avais une casquette donc de préparateur physique, donc j'entraîne tu vois, des athlètes, que ce soit des athlètes élites ou amateurs. Que la clinique, te donne? C'est eux qui te proposent les personnes qui viennent à la clinique et tu ou c'est indépendant? Non, alors c'est plus indépendant, mais OK. alors justement, c'était des clients Mmh. qui, qui me contactaient pour Mmh. que je les entraîne. Mais effectivement, le fait que ce soit à la clinique, ça aide à trouver des clients. Mais par contre, alors pour un peu mon troisième rôle là-bas, qui était un rôle de réathlétisation, Mmh. donc je m'occupais de sportifs qui ont été blessés, OK. souvent opérés, tu vois, par les chirurgiens de notre clinique, qui faisaient leur traitement physio. Puis moi, je les reprenais après le traitement physio pour les reconditionner physiquement pour leur pratique sportive. OK, je vois. J'étais un peu le relais entre les physios et le retour au terrain. Du coup, c'est vraiment ça, les trois casquettes que j'ai, si tu veux. Euh, Testing dans le monde de l'endurance, préparation physique et réathlétisation. OK, super. Tu vois, je suis là-bas depuis 2018, sauf que quand j'ai attaqué, j'étais à 100%. Je travaillais là-bas à plein temps, et puis après, j'ai diminué progressivement mon pourcentage parce que avec des collègues, on a développé une application d'entraînement pour les sports d'endurance. Mmh. Et du coup, ça me prenait de plus en plus de place. Et j'ai réduit mon pourcentage à la clinique pour finalement m'occuper aujourd'hui plus que des tests d'effort et de la planification d'entraînement. OK. Donc l'application que tu as créée, c'était, Alpi Training Ouais, et ça, comment vous avez eu l'idée de créer ça? alors ça remonte à peu près au Covid, OK. où pendant le Covid, il y a énormément de gens qui se sont mis à la course à pied, au trail, au triathlon, au cyclisme, qui Mmh. se sont mis au sport et qui ont fait tu vois, quand tu te mets à la course, souvent, tu pars de plein de bonne volonté et puis tu commences, ça va un peu dans tous les sens, tu fais souvent un peu trop vite, trop Mmh. fort, et tu te blesses. Et nous, en fait, on a récupéré au centre énormément de patients pendant le Covid qui se sont blessés en se mettant à la course à pied et qui cherchaient aussi, tu vois, des programmes d'entraînement, qui disaient, ah, voilà, je veux faire un semi-marathon, je veux faire un marathon, je sais pas comment m'entraîner, j'aimerais Ouais. bien avoir un programme, etc. Donc moi, c'est mon travail de faire ça. Sauf que ça prend du temps, tu vois, de suivre des gens, c'est assez chronophage, tu peux pas suivre énormément de monde. Donc je me suis dit, ah, mais il faudrait qu'on trouve une solution qui permette de répondre à toute cette demande, tu vois. Et en plus, avec un volet prévention des blessures, réathlétisation qui n'existait pas. Et du coup, c'est parti de là, en fait. C'est parti des clients qu'on avait au quotidien au centre, qui se mettaient au sport, mais qui étaient un peu perdus dans la façon de s'entraîner, qui se blessaient. Et puis, on a mis, en fait, notre expertise médico-sportive dans une application en développant des algorithmes, quoi. Ah ouais, super. Ouais, ouais. Trop bien. Alors, voilà un peu pour l'introduction et puis maintenant, est-ce que tu peux nous dire un peu brièvement ce qu'est la VO2 max? Ouais. Euh, alors, VO2 max, on peut dire là ou le VO2 max, OK. parce qu'en fait, alors V, c'est pour volume, O2 pour oxygène, et max pour maximal. Donc, il y en a qui disent c'est le volume d'oxygène maximal, et puis d'autres la consommation maximale d'oxygène. Mais peu importe. C'est tout simplement une consommation maximale d'oxygène par unité de temps. Et en fait, pour imager et faire simple, donc quand tu cours, que tu fais un effort physique, tu as besoin de consommer de l'oxygène. Tu vois. Et cet oxygène, il est capté par tes poumons, transporté dans ton sang et utilisé par tes muscles pour produire de Mmh. l'énergie. Et plus l'effort devient intense, plus tu consommes beaucoup d'oxygène. Et quand tu arrives à un effort maximal, tu atteins un plateau, tu atteins ta consommation maximale d'oxygène. Tu vois, ton moteur tourne à plein régime.
et c'est là qu'on atteint sa VO2 max. Ok. Ok. Mais pour faire encore simple, si on te compare à une voiture, la VO2 max, ça peut être la puissance du moteur. Ok, ouais. Tu vois, dans une voiture, plus le moteur il est puissant, plus la voiture elle va vite. Euh, et ben, dans les sports d'endurance, parce que la VO2 max a surtout un intérêt pour les sports d'endurance, ben, c'est un peu pareil. Plus l'athlète il a une grosse VO2 max, plus il sera performant. Mais c'est pas le seul vecteur de la performance, il y en a d'autres que je pourrais t'expliquer après. Et puis, il se mesure en quelle unité? Mhm. Et c'est un peu quoi la norme homme-femme, tu sais? Ouais. Alors en fait, la VO2 max est exprimée en millilitres par minute par kilogramme. Euh, Ça, c'est un peu la valeur rapportée au poids de corps. Il y a aussi la valeur absolue qui est exprimée en litres par minute, mais peu Mhm. importe. L'unité, c'est millilitres par minute par kilogramme. C'est ce qu'on voit, par exemple, sur les montres d'entraînement. C'est genre, j'ai Mhm. 50 de VO2 max. Ben, c'est ça. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que ça dépend de ton poids de corps, tu vois. La VO2 max est corrélée au poids de corps de la personne. Donc, plus la personne est affûtée, on va dire, plus son moteur sera haut, pour faire Mhm. simple. Et plus on prend du poids ou on a du tissu adipeux, plus on va encrasser son moteur, Ok. plus la valeur sera impactée. Après, concernant les valeurs de VO2 max, alors, ça, il y a des tableaux, Mhm. tu vois, qui existent avec des références pour les femmes, pour les hommes. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça dépend aussi de l'âge. Tu vois, la VO2, elle diminue avec les années. Euh, Elle dépend de l'entraînement. Forcément, tu vois, plus tu es entraîné, meilleur sera ta VO2 max. Et puis, il y a une part de génétique aussi Mhm. là-dedans. On n'est pas tous nés avec les mêmes moteurs. Il y en a qui sont nés chez Porsche, Ferrari, si tu veux, qui ont de la chance. Ouais. Et puis d'autres avec des moteurs de Fiat, puis c'est un peu plus compliqué de lutter contre les grandes écuries. Mais pour faire simple, en fait, si tu veux, alors des bonnes valeurs, on peut regarder pour les femmes, pour les hommes, en fonction de l'âge. Et j'ai les valeurs sous les yeux parce que moi je les connais pas toutes par cœur, mais Mhm. c'est des repères donnés par Macolin, Ok. tu vois, fils fédéral du sport. Ouais. Et typiquement, par exemple, pour une femme entre 25 et 29 ans, une valeur qui est considérée comme excellente en termes de VO2 max, c'est une valeur qui sera supérieure à 49. Tu vois. Après, entre 30 et 34 ans, ce sera supérieur à 46, 35, 39, supérieur à 44, etc. Et puis pour les hommes, c'est des valeurs qui sont plus hautes. Ces différences hommes-femmes, elles viennent de différents aspects. Déjà en termes de masse corporelle, en termes de proportion de répartition tissu adipeux et masse maigre. On n'a pas les mêmes répartitions hommes-femmes, et puis en termes de quantité d'hémoglobine aussi dans le corps, mais bref, il y a des différences hommes-femmes dues à ça. Et puis pour les hommes, alors, une valeur considérée comme excellente entre 25 et 29 ans, c'est une valeur supérieure à 59. Ok. Ensuite, entre 30 et 34, supérieure à 56, 35 et 39, supérieure à 54, etc. Donc on a des repères, si tu veux, pour se dire, ok, j'ai un bon moteur, je suis peut-être bien foutu pour les sports d'endurance, mais ça fait pas tout. Il y a Mhm. d'autres paramètres physiologiques qui expliquent la performance. Quels autres paramètres, par exemple? Alors, si on, si on prend la performance, on va dire, sur un plan physiologique, Mhm. c'est un peu comme un rectangle, si tu veux. Donc, on a, dans un angle du rectangle, on a la VO2 max. Donc, t'imagines bien que plus ton moteur il est puissant, plus la voiture elle peut aller vite. Ok. Donc, ça, c'est un des paramètres de la performance. C'est mieux d'avoir un moteur de Ferrari Ouais. qui peut aller à 200 qu'un moteur de Fiat qui peut que aller à 100 km/h, par exemple. Ok. Mais le moteur, ça fait pas tout. Okay. Et le deuxième paramètre qui explique la performance sur un plan physiologique, c'est ta capacité à utiliser une haute fraction de ta VO2 max. Ah ouais. Tu as entendu certainement parler des seuils, Mhm. tu vois, et c'est ça du coup. Mais alors, de nouveau, pour prendre un peu l'image de la voiture, c'est, imagine toi et moi, on a la même VO2 max, donc le même moteur. Pour faire simple, on va dire qu'on a 60 de VO2 Mhm. max les deux. Et puis si on fait l'analogie à la voiture, on peut monter les deux jusqu'à 100 km/h, on va dire. Mhm. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va finir une course en même temps, tu vois. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'on a la même performance absolue. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir jusqu'à combien tu peux tirer ton moteur, tu vois, sur une course sans surchauffer. Ce sera par exemple mieux d'être capable de rouler à 80 km/h, tu vois, sans surchauffer en tenant ce rythme-là, Mhm. que de rouler à 70 km/h.
T'es d'accord? Oui. Si tu peux rouler à 80, donc utiliser 80% de ton moteur, bah, in fine, normalement, tu arrives devant la personne qui peut que utiliser 70% de sa VO2 max. Donc ça, c'est le deuxième angle euh, de la performance physiologique. Le troisième paramètre qui explique la performance, c'est l'économie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oui, je crois que ça me dit quelque chose. L'économie de course. Et notamment, alors c'est prépondérant en course à pied, ça peut être moins notable dans d'autres sports comme le vélo, mais encore que, c'est ta capacité à être économe et à dépenser peu d'énergie à une intensité, à une vitesse donnée. Ça va dépendre de la forme de ta course aussi, enfin, comment tu te portes quand tu cours. En fait, si on reprend l'exemple de la voiture, imagine donc les deux, on a le même moteur. On part du principe on a la même capacité de tirer haut son moteur. Les deux sur un 10 km, on va dire, pour faire simple. On peut utiliser 80% de notre VO2 max. On peut rouler à 80 km/h, votre voiture. Eh ben, ce qui va encore faire la différence par rapport à ça, c'est à quel point tu vas utiliser ton essence. C'est-à-dire que rouler à 5 litres au 100, c'est pas la même chose que rouler à 7 litres au 100. Toi, à 7 litres au 100, tu consommes plus, la voiture, elle consomme plus, donc elle va dépenser plus d'énergie. Donc le but, en course à pied, dans d'autres sports d'endurance, c'est d'être le plus économe possible, de dépenser le moins d'énergie pour une vitesse donnée. Okay, comme ça, bah, c'est toute l'énergie que tu as en réserve et que tu peux utiliser pendant ta course, tu vois. Donc il y a VO2 max, la fraction d'utilisation de ta VO2 max, ton économie, à quel point tu es économe. Et puis, le dernier pan qui explique la performance physiologique, ça va être, et c'est plus récent dans les études scientifiques, c'est la notion de durabilité. C'est-à-dire à quel point tu es capable de maintenir longtemps une vitesse donnée sans surchauffer, sans atteindre la panne, tu vois. Pour faire simple. C'est la VMA? Bien. Non, ça va vraiment Ah non, bah ça c'est la vitesse à laquelle tu peux plus en fait. Ouais, si tu veux, la durabilité, c'est vraiment genre. T'imagines, tu fais un 10 km. Ok, on va dire que tu cours ton 10 km on va faire simple en 40 minutes. C'est une sacrée performance. C'est du 4 minutes par kilomètre, c'est ta vitesse. Tu arrives à tenir ça sur un 10 km. Ok, très bien. Mais tu n'arriveras pas à tenir ça sur un semi-marathon ou un marathon. Parce que forcément, plus la distance sera importante, plus tu vas devoir réduire ton rythme de course. Ok. Et la durabilité, en fait, il faut l'avoir comme ta capacité à maintenir un effort longtemps, le plus longtemps possible, sans que ta vitesse se dégrade. Ok, je vois. Tu vois. Et ça, ça va dépendre de différents paramètres, ça se travaille, ça dépend notamment de ton volume d'entraînement, de ton volume de sortie longue, etc. Mais typiquement, des athlètes qui ont la même VO2 max, les mêmes seuils, la même économie de course, tu vois, ce qui va faire la différence entre eux, ça va être justement leur durabilité, en tout cas des longues distances, type marathon, trails, voilà, mais aussi type Ironman, ça va être leur capacité à maintenir une intensité haute, longtemps, sans que ça chute, tu vois. Et c'est vraiment là que tu peux faire la différence avec l'économie de course aussi. Ok. Et puis, j'avais vu que la VO2 max, on peut la corréler à la VMA en faisant x3,5. Ça me paraît pas très précis. Est-ce que c'est fiable, ce genre de formule qu'on peut trouver sur Internet? Alors, déjà, c'est bien que tu parles de VO2 max et VMA et que tu distingues les deux. Enfin, souvent, c'est confondu. Les gens, ils se disent, ils confondent, tu vois, VO2 max et VMA. Alors que c'est pas la même chose. Donc, la VO2 max, c'est un paramètre physiologique qu'on évalue. Alors que la VMA, c'est pas un paramètre physiologique. C'est une vitesse. VMA, ça veut dire vitesse maximale aérobie. Et c'est une vitesse qu'on va obtenir sur un test. Que ce soit un test en laboratoire ou un test de terrain. Et par exemple, on va dire que tu as une VMA. Enfin, toi, tu connais ta VMA? Moi, je connais ma VO2 max, du coup. Ok. La montre, elle me la donne, du coup. Elle te dit combien? Elle me dit 47. 47? Bah, 47, c'est une bonne valeur. Je crois, 48. Hein? 48? T'as quel âge, déjà? Moi, j'ai 21. Ah, bah, tu vois, tu serais dans les niveaux optimales. Ah, bah, c'est bien ça. T'es dans le haut du panier. Et toi, c'est quoi ta VO2 max? Alors, moi, quand je l'avais testé sur vélo, j'étais à 69. Ah ouais, d'accord. J'étais à 69 et c'était certainement le moment de ma vie où je me suis le plus entraîné. Je pense que si je refais maintenant,
Bon, alors là, si j'en fais aujourd'hui, ce sera pas terrible. Vu que je suis pris et je suis un peu malade. Mais si je refais maintenant, je devrais être un petit peu plus bas. Mais j'étais dans ces eaux-là. 60 environ. Ouais, à mon avis, un petit peu plus, parce que j'ai Ok. pas trop pris de poids. Mais ouais. Ouais. Du coup, il y a vraiment une distinction à faire entre VMA et VO2 max. On parle pas de la même chose. Et après, le x3,5, c'est un outil qui, alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Qui peut être très basique, mais qui donne déjà une idée. Mhm. Après, c'est pas ce qu'ils utilisent par exemple sur tes montres, ta montre Garmin. Ouais. C'est pas ce qu'ils utilisent sur la montre Garmin pour évaluer ta VO2 max ou extrapoler ta VMA. C'est d'autres calculs, d'autres algorithmes un peu plus complexes. Mais à quel point c'est précis les montres? C'est fiable ou pas? Alors, ça c'est une bonne question. Depuis que je suis au centre, moi, qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai fait pas loin de 1000 tests. Ok. Tu vois, depuis 2018. Mais je fais pas que des tests de VO2 max. Je mets pas tout le temps le masque. Je fais des tests, des fois, juste lactate. Ah oui, ok. Mais peu importe. Ce que je remarque, c'est que chez les gens qui ont un historique d'entraînement qui est long, tu vois, ils s'entraînent depuis des années, qui portent un cardiofréquencemètre à entraînement, donc une ceinture thoracique, pour avoir des valeurs fiables de fréquence cardiaque, et qui ont fait des performances à plat, tu vois, des 10 km, des 5 km, des semi-marathons, l'estimation de la VO2 max, elle est pas mal. Elle est assez proche de ce que je trouve en laboratoire avec une évaluation directe. Mais genre, on parle de 2-3 unités, tu vois. Ok. Par exemple, toi, ça te dit 48. Peut-être que tu viens au labo, ça te donnera 50, tu vois. Donc, on est vraiment pas loin. Ils sont pas mal dans leurs estimations. Mais il faut qu'il y ait suffisamment d'historique d'entraînement. Il faut porter un cardiofréquencemètre parce que Garmin, ils évaluent notamment avec la fréquence cardiaque. Enfin, c'est un paramètre de l'équation. Parce que donc celui qui est au poignet, il est pas très précis. Non, Pas du tout. ça c'est pas ouf. Ah ouais. La fréquence cardiaque au poignet, c'est pas terrible. C'est très... Les valeurs, tu peux pas te baser là-dessus si tu veux calibrer tes entraînements à la fréquence cardiaque. Ok. Il y a vraiment des grosses différences avec le cardiofréquencemètre. Ça dépend de la qualité de ta montre. Ok, si t'as une montre vraiment chère, de haute qualité, que tu la serres à bloc au poignet, ça peut tenir à peu près la route, plutôt pour de la basse intensité, mais souvent pour les entraînements fractionnés, ça va pécloter, ce sera pas terrible. Et donc, si tu veux vraiment analyser ta fréquence cardiaque, il faut porter un cardiofréquencemètre thoracique. Souvent, des fois, on n'aime pas, c'est pas agréable. Donc, il y a des brassards qui fonctionnent assez bien, qui sont plus fiables que le poignet, mais moins fiables que le niveau thoracique. Ok. Mais tout ça pour dire que le 3,5, tu peux l'utiliser pour te donner vraiment une idée très générale, mais ce sera pas parole d'évangile pour estimer ta VMA. Non, ça, c'est sûr. Après, la VMA, c'est un peu la valeur que tout le monde sort et utilise, mais il faut faire aussi attention parce que ça peut passablement biaiser tes zones d'entraînement, on pourra en parler après, et il y a d'autres notions, d'autres valeurs d'entraînement qui sont plus intéressantes pour calibrer ces intensités, et notamment les seuils. Ok, ouais. Alors, avant de passer sur ma troisième question, qui est sur l'intérêt de connaître sa VO2 max, je voulais juste parler un peu de la longévité et de la VO2 max, parce que beaucoup d'articles, comme celui que j'ai trouvé de National Geographic, en fait, nous dit que la VO2 max est liée à la performance, mais aussi à la longévité, et que c'est un indicateur pour savoir les résultats futurs en termes de maladies de santé, comme les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer's. Et donc l'intérêt n'est pas que pour l'athlète d'avoir une bonne VO2 max, donc ça peut motiver des personnes peut-être à améliorer sa VO2 max, parce que maintenir une bonne VO2 max au cours de sa vie peut prévenir beaucoup de maladies, et donc même pour monsieur tout le monde, c'est important d'avoir une bonne VO2 max. Et dans l'article, il disait même que avoir une faible VO2 max pourrait être égal au même risque cardiovasculaire qu'un fumeur. Okay. Donc il disait ça. Alors je pense que c'est important de souligner l'importance pour tout le monde en fait, que c'est pas que un indicateur performance, mais aussi santé. Non, c'est clair. C'est clair. En fait, ta VO2 max, elle est corrélée à ton taux d'activité physique. Pour faire très simple. Okay. Plus tu t'entraînes, grosso modo, mais notamment dans les sports d'endurance, plus tu vas améliorer ta VO2 max. Et on sait que plus tu t'entraînes, plus tu préviens le risque de maladie, quelle qu'elle soit. Et donc, ce sera effectivement un facteur de bonne santé, en plus qu'un facteur de performance. On peut améliorer sa VO2 max à tout âge. Okay. Quelqu'un qui est sédentaire, qui est resté sédentaire jusqu'à 50 ans, eh ben, sa VO2 max sera potentiellement pas ouf, tu vois, mais en se mettant au sport, en se mettant à l'activité physique, il va améliorer sa valeur. Et on peut l'améliorer à tout âge, et il y a de la marge avant d'atteindre un plafond de verre, tu vois.
Ok, ouais. Non, c'est sûr. Parce que c'est vraiment le reflet de son appareil cardiovasculaire, en fait, l'efficacité de la pompe, on va dire. Donc, Ouais, c'est important. ouais, en fait, alors, si tu veux, c'est complexe sans être complexe, mais donc, la VO2 max, c'est ta capacité à consommer l'oxygène, Mhm, enfin, à une intensité maximale. mhm. Mais cet oxygène, il va avoir un voyage dans ton organisme. Ça va partir de l'O2 que tu captes à l'extérieur, il va passer dans tes poumons, puis dans ton sang, pour arriver jusque dans tes muscles et tes mitochondries pour produire de Mhm. l'énergie. Et effectivement, plus tu vas avoir une bonne capacité à capter de l'oxygène, à transporter cet oxygène et à utiliser cet oxygène, plus tu seras en bonne santé et performant sur un plan sportif. Ouais, non, clairement. Et donc, maintenant, venons à la troisième question. Du coup, quel est l'intérêt de connaître sa VO2 max pour un athlète? Et qu'est-ce que le seuil anaérobie? Alors, en vrai, de connaître sa VO2 max pour un athlète, ça n'a pas un intérêt de ouf. Dans le sens que, tu vois, ça va te donner une valeur. Mhm. Genre 70 ou 80. Et en fait, c'est plus flatteur qu'autre chose. Ok, ouais. Ok, on va dire, ah ok, t'as un super moteur, t'as un moteur de ouf, t'es vachement bien foutu pour les sports d'endurance, mais tu vas pas utiliser cette valeur à l'entraînement. À l'entraînement, on va pas dire, ok, Ouais. va courir à 50% de ta VO2 max. Parce que tu peux pas. D'ailleurs, on va pas dire, ah tiens, faut que je cours à 40 de VO2. On n'a pas ces repères-là sur le terrain quand on s'entraîne. On prend la VMA plutôt, non? Ouais, on va prendre d'autres repères pour calibrer ces entraînements. On va utiliser des pourcentages de VMA ou des pourcentages du deuxième seuil. Mhm. On va utiliser ces zones d'effort, mais on va pas se baser sur des pourcentages de VO2 max pour s'entraîner, Ouais. parce qu'on n'a pas ces valeurs-là. Tu vois, il faudrait que quand tu ailles courir, tu portes un masque, si tu veux Ouais. l'analyser précisément, donc c'est pas possible. C'est pour se repérer un peu dans ton niveau, on va dire. De regarder ça plutôt. Exact. Ça va te donner une idée de Mhm. ton niveau aérobie, ton niveau d'endurance. On va pouvoir se dire, ok, est-ce qu'il a moyen d'être élite dans les sports Mhm. d'endurance ou pas? Mais on va pas l'utiliser au quotidien, tu vois. Mhm. Et on va utiliser d'autres valeurs, dont les seuils. Et justement, alors pour faire le lien avec les seuils, donc il faut se dire que il y a deux seuils. Mhm. Ok. Si on fait un test où on calcule la VO2, donc on utilise les échanges gazeux, on va parler de seuil ventilatoire, Mhm. donc seuil ventilatoire 1 et seuil ventilatoire 2. Et si on fait un test où on évalue, on analyse le lactate, on va parler de seuil lactique. Seuil lactique 1 et seuil lactique 2. Et puis, vous avez certainement entendu parler de seuil aérobie et seuil anaérobie. Il faut simplement se dire qu'il y a deux seuils. Le premier seuil, il vient marquer la fin de la basse intensité. Okay. En course à pied ou en vélo, on parle d'endurance fondamentale. Mhm. Tu as certainement déjà entendu parler de ça. Donc, le premier seuil, il vient marquer la fin de ton endurance fondamentale, la fin de la basse intensité. En fait, le passage, si on prend un modèle en trois zones d'intensité, où on a de la basse, de la moyenne et de la haute intensité, le premier seuil, ça va marquer la fin de la basse intensité, où on bascule dans la moyenne intensité. Ok. Et ça s'évalue du coup via des tests en laboratoire, ventilatoire et lactique. Mhm. Et, Et ah, pardon. oui, vas-y. Quel est l'intérêt de faire soit un test lactique, soit ventilatoire? Ça va donner quelle référence différente, en fait? Alors, c'est une très bonne question. Grosso modo, les seuils, Mhm. le premier seuil, entre seuil ventilatoire 1 et seuil lactique 1, c'est quasiment les mêmes. Ok. Quasiment. Ah, c'est quoi les valeurs un peu? C'est les lactates, c'est millilitres par volume de sang, quoi. C'est ouais, des millimoles par Oui, litre. ouais, Ouais. ok. En fait, si tu veux, alors, donc, au premier seuil, on a quasiment les mêmes valeurs, Mhm. quasiment, à quelques chouilles après les mêmes valeurs. Euh, et en termes de ce que ça représente, si tu veux, on parlait de la VMA avant, souvent, le premier seuil, il intervient, alors c'est très très basique et pas du tout individuel ce que je veux dire, Mhm. mais le premier seuil, souvent, il intervient à 60% de sa VMA, Ok. à peu près. À peu près. Voilà, j'ai fait quasiment 1000 tests. En moyenne, ça arrive à peu près à ce moment-là. Plus tu es entraîné, plus ton premier seuil sera haut, Ok. et c'est le but, tu vois. Le premier seuil, ça vient marquer ta capacité à durer longtemps dans les graisses. Okay, ta capacité à être bon à basse intensité, à savoir utiliser tes graisses pour faire Mhm. simple. Donc plus il est haut, plus tu es peinard longtemps pour faire Ok, simple. ouais. Donc le but c'est de pousser. Donc plus tu es entraîné, tu es élite, plus ton premier seuil est haut, et moins tu es entraîné,
plus ton premier seuil sera bas. Ok. Ok, je vois. Et le deuxième seuil, c'est un peu plus le chaos, c'est un peu plus le bordel à l'analyser, à l'évaluer. Il y a des différences un peu plus notables entre l'aspect ventilatoire et lactique. Ok. Et il y a d'autres méthodes pour l'analyser avec des tests de terrain aussi. Mais de nouveau, pour donner une idée, souvent le deuxième seuil, il intervient à peu près à 85% de sa VMA. Alors de nouveau, c'est très très basique ce que je dis. Et puis le deuxième seuil, donc ça marque la, la frontière entre le domaine de moyenne intensité et haute intensité. Et souvent, en course à pied, le deuxième seuil, ça représente, pour les gens qui sont pas élites, ça représente l'allure 10 km. Ok, Pour faire très simple. Ok, ton deuxième seuil, c'est à peu près ton allure 10 km. C'est un effort que tu vas tenir entre 40 minutes et 1 heure, de nouveau, de manière très, très basique. Mhm. Et ça marque le début de ta consommation majoritaire des Ok, sucres, ouais. des sucres dans l'organisme pour produire l'énergie. Mhm. Donc voilà pour ces notions de seuil. Et forcément, le but de l'entraînement, c'est de pousser ces seuils le plus haut possible. Tu vois, c'est comme on parlait avant de la voiture. Plus tu peux pousser ton moteur haut et tenir longtemps, plus tu seras performant. Et donc aussi, c'est pour ça que si on dit qu'il faut perdre du poids, on conseille aux gens de courir lentement mais longtemps pour qu'ils puissent dans leur graisse plutôt que rapide, ou bien. Ouais. Alors, il y a de ça. En fait, l'idée de courir longtemps à basse intensité, c'est que tu vas effectivement familiariser ton corps à savoir utiliser les graisses. Mhm. Grosso modo, de nouveau, pour faire très simple, on a deux carburants à disposition pour produire l'énergie, les graisses et les sucres, pour faire très simple. Ok. Euh, Si tu t'entraînes à basse intensité, donc en dessous de ton premier seuil, tu vas être à une intensité où tu vas utiliser majoritairement les graisses et ton corps, il va savoir, il va apprendre à utiliser les graisses pour fonctionner. Et ça, c'est vachement intéressant parce que des réserves de graisse, on en a des réserves illimitées. Tu peux pas vider les stocks de gras. Mhm. C'est pas possible. Même chez les athlètes élites qui sont très secs, très rachitiques, ils ont des kilos à disposition. Par contre, les réserves de sucre, de glycogène, elles sont extrêmement limitées. Quelques centaines de grammes dans le corps. Et dès que tu vas taper dedans, bah, tu vois, la jauge, elle se vide rapidement. Tu épuises les réserves et tu dois diminuer l'intensité ou faire des gels pour recharger. Donc le but, c'est effectivement être capable de durer le plus longtemps possible dans ces réserves de graisse, tout en épargnant ces réserves de sucre. Et pour ça, il faut faire du volume à basse intensité. Donc pour les gens qui veulent perdre du poids, ce sera intéressant. Mais c'est aussi le cas dans les sports d'endurance et chez les athlètes élites. Mhm. Les athlètes élites, ils font quasiment 80% de leur volume d'entraînement total en endurance fondamentale à basse intensité. Ok, ouais. Et donc maintenant, comment toi tu mesures les différentes valeurs de VO2 max et des VMA en laboratoire? Parce que les différents tests, comme le test de Cooper, de Denis Cooper, de Van Meval, quels sont les meilleurs tests et quels sont ceux que tu utilises au quotidien en fait? Ouais, alors effectivement, il y a des tests de terrain, comme ceux que tu as cités, et des tests en laboratoire. Donc, euh, moi, je fais principalement des tests en laboratoire, Mhm. mais quand j'étais préparateur physique avec des équipes de foot, on faisait des tests de terrain. Tu vois, on n'envoyait pas tous les joueurs dans le laboratoire parce que ça coûte cher. Mhm. Grosso modo, déjà, la différence notable entre les deux, c'est le prix. Un test de terrain, c'est gratuit. Un test en laboratoire, c'est assez cher. C'est entre 200 et 300 francs. Ah oui, ok. Voilà. Maintenant, ce qui va se distinguer entre les deux, c'est les valeurs que tu vas analyser. Donc, sur un test en laboratoire, tu vas pouvoir analyser tout le spectre d'intensité. C'est-à-dire, on va partir à très basse intensité et on va augmenter progressivement l'intensité pour atteindre un effort maximal. Et donc, on va évaluer le premier seuil, le deuxième seuil et la VMA, Mhm. ou à vélo, on parle de PMA. Euh, donc, on va tout évaluer dans le spectre d'intensité. Alors qu'un test de terrain, on va analyser une valeur. Ok. Typiquement, les tests que tu as cités, de Cooper ou Van Eval, ça permet d'évaluer la VMA. Okay, et il y a des enfin, il y a des différences déjà de VMA entre le test que tu vas utiliser. Typiquement, un Van Eval, où ça va être des paliers courts Mhm. avec des incrémentations rapides, tu vois, chaque minute, ça va surestimer un peu la VMA. Et sur le terrain, on encourage plutôt à utiliser un demi-Cooper, tu vois. C'est un test de 6 minutes. Mhm. Le but, c'est tu vas sur une piste d'athlétisme. Pendant 6 minutes, tu essayes de parcourir la plus grande distance possible. Et puis tu divises cette distance par 100. Imagine, tu fais 1500 mètres en 6 minutes. Tu divises par 100, ça te fait une VMA de 15. Ok, voilà. Sauf que du coup, c'est très,
ça va dépendre de ton état de forme le jour J. Bon, ça, c'est comme tous les tests. Ça va dépendre de ta gestion d'allure. Ouais. Tu vois, si tu pars à un bloc, après, t'exploses complet, puis t'arrives pas à finir, ça va être un peu impacté. Donc, il faut un petit peu d'expérience quand même pour bien réussir un test de terrain. Et ça va dépendre des conditions environnementales, machin, s'il y a du vent, ça peut biaiser un petit peu. Mais les tests qu'on parle un petit peu moins de terrain, mais qui sont tout aussi pertinents, c'est les tests de vitesse critique, puissance critique, Ok. qui là auront pour but d'évaluer le deuxième seuil. Okay. Parce que le problème de la VMA, c'est que ça va... En fait, quand tu obtiens une VMA, le but après, c'est d'extrapoler tes zones d'effort. Et puis souvent, on a des mauvaises extrapolations à partir de la VMA. Moi, je t'ai donné les chiffres de 60%, 80% pour les seuils, mais ça reste quand même relativement individuel. Okay. Et puis, c'est parfois même plus précis de faire des extrapolations depuis le deuxième seuil. Okay. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, oui, bien répondu. Mais pour dire qu'effectivement, il y a des tests de terrain. Ces tests de terrain, ils évaluent une valeur, la plupart du temps VMA, mais il faut faire attention parce que c'est très test dépendant. Et puis les tests en laboratoire, ça analyse tout le spectre. Tu vas obtenir toutes les informations physiologiques pour découper tes zones d'effort. Après, juste un truc, c'est que les tests, ils sont testeurs dépendants. C'est-à-dire que quand tu fais un test lactate, tu dois venir prélever le lactate au bout du doigt, au bout de l'oreille. Okay. Et c'est un peu le bordel, hein. Et en fait, faut être vachement précis parce que si tu touches pas la goutte de sang et que tu touches un peu autour, ça va te fausser complètement les valeurs. Ouais. Donc, ça dépend de qui réalise le test. Il faut un petit peu d'expérience pour que les valeurs soient fiables. Et puis, même les tests en laboratoire, même si on peut dire, OK, c'est fiable sur un plan physiologique, eh ben, c'est quand même dépendant du type de test que tu fais. Je m'explique. Les tests classiques, c'est des paliers en course à pied. Sur un test lactate, c'est des paliers de 3 minutes. Okay, chaque 3 minutes, tu vas augmenter la vitesse. De 0,5 ou de 1 ? Souvent, c'est entre 1 et 1,8. Okay. Nous, au centre, on fait des incréments de 1,5. Ok, donc tu pars, je sais pas, à 8 km/h, on va dire, 3 minutes à 8, pause de 30 secondes, si on prend le lactate. Tu marches ou tu notes rien ? Tapis s'arrête. Okay. Tapis s'arrête, tu vas prendre le lactate, et ensuite, tapis redémarre, mais il redémarre à 9,5 km/h pendant 3 minutes. Puis tu augmentes comme ça de palier en palier jusqu'à atteindre un effort maximal. Sauf que du coup, tu vas avoir des valeurs qui sont test dépendants. Okay, donc des valeurs qui correspondent à des paliers de 3 minutes. Or, dans les sports d'endurance, et notamment d'endurance long, marathon, Ironman, etc., eh ben, ça peut te fausser un peu tes valeurs parce qu'on est sur des efforts beaucoup plus longs. Et en fait, avec un test de palier court, tu as une photo physiologique d'intensité courte, si tu veux, alors que ce serait peut-être plus pertinent de faire des tests avec des paliers plus longs pour plus se rapprocher des vraies valeurs de ce que va être la discipline in fine, quoi. Ok, ouais. Et donc, le test en laboratoire, ça se passe comme ça. On a un masque où on mesure l'oxygène que la personne respire, c'est ça ? Et on prend le lactate à chaque seuil. Alors, ouais, ça va dépendre. Soit tu peux faire des tests que VO2 max, enfin que des tests échange gazeux. Donc là, tu vas juste porter le masque et ça va calculer ta consommation d'oxygène et le volume de CO2 que tu rejettes pendant tout l'effort, jusqu'à atteindre ta VO2 max. Et puis, on va fixer les seuils ventilatoires, 1, 2, et ta VO2 max. Tu peux faire des tests donc que ça ou des tests que lactate sans le port du masque. Toi, le port du masque, ça peut être un peu gênant, oppressant, surtout pour des gens qui se mettent un peu au sport. Tu viens en laboratoire, tu leur fous un masque sur la bouche et sur le nez, ils sont pas confortables, tu vois. Donc les tests lactate, ça permet d'enlever ça et d'être un peu plus confortable. Et là, du coup, tu viens prendre que le lactate au bout du doigt. Et puis si tu veux la panoplie complète, tu mets VO2 max plus lactate, quoi. Ok, ouais. Mais ouais, dans l'idée, c'est mieux de faire les deux, tu vois, pour avoir le plus de valeur possible. Après, ça va dépendre de la personne que tu as en face de toi et de son niveau, tu vois, d'où elle part, et puis de ses objectifs sportifs, quoi. Ok, ouais. Et donc, une fois qu'on connaît sa VO2 max et sa VMA, avec quel type d'entraînement est-ce qu'on peut l'améliorer ? Ouais. Alors, il y a différents types d'entraînement qui permettent d'améliorer la VO2 max. Pour faire simple, on va prendre les deux types d'entraînement les plus classiques. Ça va être l'entraînement à VO2 max, donc ça va être du travail fractionné, où tu vas alterner des efforts intenses et des récupérations, et tu vas faire ça plusieurs fois. Et tu peux travailler ta VO2 max, même si tu n'es pas à VMA.
Ok. Tu n'es pas obligé d'être à VMA, à intensité VMA pour travailler ta VO2 max. En fait, dès le moment que tu passes ton deuxième seuil, eh ben, c'est une question de temps pour que tu atteignes VO2 max. Okay, c'est une question de minutes pour que tu arrives à intensité VO2 max. Donc tout ça pour dire que si tu veux développer ta VO2 max à haute intensité, tu peux faire du travail de VMA, c'est genre relativement court, des efforts de 1 minute, avec une récupération de 1 minute ou un peu moins, et puis tu vas répéter ça plusieurs fois. Ou tu peux faire des efforts plus longs, mais moins intenses, tu vois, où tu seras à 90% de ta VMA, par exemple. Et là, tu vas aussi développer ta VO2 max. Et ça va changer quoi le style là, entre les deux, plus long ou plus court? Alors, c'est une très bonne question. Et ça, alors, il n'y a pas tout le monde qui s'accorde là-dessus, mais grosso modo, ça va dépendre, après, du type d'objectif que tu vas préparer. Je m'explique. Si tu prépares un 5 km, tu te dis, OK, ce sera peut-être plus pertinent de travailler sur des intensités élevées, proches de sa VMA, tu vois, pour se rapprocher de la spécificité de ce qui m'attend le jour J. Ok. Donc là, des efforts de VMA, quelques mois avant son objectif, ça peut être pertinent. Par contre, si tu travailles sur tu prépares une compétition plus longue, marathon, eh ben, oui, au début de planification, tu pourras faire de la VMA, mais après, plus tu vas te rapprocher de ton objectif, plus ce sera intéressant peut-être d'allonger les efforts pour faire des efforts un peu plus spécifiques aux contraintes le jour J, tu vois. Ok. Donc, c'est un peu le modèle de l'entonnoir, en fait, en termes de planification d'entraînement. On part du non spécifique Mhm. pour se rapprocher au spécifique. Donc, le spécifique, c'est ce que je vais devoir faire le jour J, tu vois, pour planifier ces cycles d'entraînement et avoir une progression logique. Après, ça va dépendre aussi du profil de l'athlète. Typiquement, tu fais un test d'effort, on voit que tu as un très bon deuxième seuil, mais ta VMA n'est pas ouf, comparativement à ton deuxième seuil. Donc on pourrait se dire, OK, il faut qu'on développe sa VMA, il faut qu'on développe le point faible de l'athlète, euh, parce qu'il y a moyen de l'améliorer, tu vois. Ok. Donc en fait, quand on réfléchit en termes d'entraînement, on se dit, bon, c'est quoi ce qui m'attend en termes d'objectifs, et c'est quoi mes points forts et points faibles sur lesquels je dois travailler. Et à partir de ça, tu peux mettre en place une planification d'entraînement. Ok, je vois. Et du coup, toi, tu conseillerais quel style de fractionner par exemple, un exemple d'un qui est plus court et un qui est plus long en termes de maintenance de la vitesse élevée. Ouais. Et ça me fait juste penser que je t'ai parlé du comment développer sa VO2 max, je t'ai dit juste la haute intensité. Mhm. Parce que forcément, on se dit, bah, si on veut développer sa VO2 max, il faut passer du temps à VO2 max, donc il faudra faire du fractionné. Là, si on fait ça d'un point de vue physiologique, on va agir sur des paramètres centraux, bref, paramètres cardiaques et transport d'oxygène. Mhm. Mais le travail à basse intensité, en endurance fondamentale, donc utilisation des graisses vraiment peinard, effort 2, 3 sur 10, voilà. Ça va améliorer ta VO2 max aussi, parce que tu agis sur des paramètres périphériques, au niveau des muscles et des mitochondries, en développant ta capacité, ton réseau capillaire mitochondrial. Donc, Ok. bref. Donc il n'y a pas que la haute intensité qui permet de développer le VO2 max, il y a vraiment aussi la basse intensité. Maintenant, par rapport à ta question, les exemples de séances. Alors, sur des séances de VMA, ou même de seuil ou de supra-seuil, ce qui va être intéressant, c'est de réfléchir au temps de maintien de la séance. Je m'explique. Si par exemple, tu fais une séance où tu dis, je vais faire 10 séries de 1 minute à VMA, Mhm. et puis je vais récupérer chaque fois 1 minute entre les efforts. Ok. Donc 10 séries de 1 minute, ça te fait 10 minutes de temps de maintien. Tu vois, tu vas passer 10 minutes à VMA. Ok. Donc ça, c'est un des paramètres principaux pour calibrer ses entraînements. Quelqu'un qui débute la course à pied ne pourra pas avoir des temps de maintien les mêmes que quelqu'un d'élite. Mhm. Tu vois, les pros, quand ils font une séance de VMA, ils font des trucs genre des 20 fois 400 mètres, par exemple, où ils vont passer entre 15 et 20 minutes à VMA. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Si nous on fait ça, c'est fini. On se Ouais. blesse, on explose, c'est terminé. Tu vois? Donc en fait, il faut se dire, ok, bah, c'est quoi mon niveau? Et il faut faire augmenter progressivement ces temps de maintien de semaine en semaine pour que ton corps s'adapte. Mais alors, pour faire très basique, une séance qui fonctionne assez bien de VMA, bah, ça va être entre 8 et 12 fois 1 minute intense à VMA, proche de ta VMA, où tu vas récupérer entre 45 secondes et 1 minute tranquillement.
Et puis maintenant, en termes de séances plus longues, mais moins intenses, ça va être des séances, on parle de supra-seuil, donc on est en dessus de son deuxième seuil. Et là, les temps de maintien, ils vont être plus élevés. On peut faire des temps entre 15 et 25 minutes d'effort à cette intensité-là, mais tu vas travailler aux alentours des 90% de ta VMA, tu vois. Ou en termes de, si on regarde comme repère le deuxième seuil, bah, tu vas travailler à 105, 110% de ton deuxième seuil. Okay, ouais, Puis là, ça va être des efforts de 2, 3, 4, 5 minutes que tu vas répéter plusieurs fois pour atteindre le temps de maintien visé. Il n'y a pas genre une séance clé. Oui, non. C'est chaque fois se dire, OK, bon, bah, quel athlète je prépare, quel niveau j'ai, quel objectif j'ai. Et puis, il faut amener ce stress très progressivement. Bah, si tu fais trop vite, c'est fini. En course à pied, ça pardonne pas, tu te blesses. Ouais. Ok, ouais. Donc, et bon, bah, j'avais une question sur le lactate, on en a déjà parlé. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter dessus. J'en parlais dans ma question par rapport à l'entraînement, mais on en a déjà parlé. Je pense que c'est bon. Ouais. Non, je sais pas si. Ouais. Alors, le lactate, ça a été peut-être le seul truc qu'on peut dire. C'est que souvent, le lactate, c'est vu comme un déchet, tu sais. Et moi, quand je fais un test d'effort, après, je fais un débrief, enfin, j'explique les résultats aux gens. Puis je leur demande toujours, vous savez ce que c'est un peu le lactate, vous en avez entendu parler. Puis ils disent tous, ouais, c'est l'acide lactique qu'on a, qui fait des crampes et qui marque l'arrêt d'un effort. Alors, c'est pas vraiment ça, puis c'est un peu plus complexe. Mais pour faire simple, le lactate, c'est un résultat, un produit de la dégradation des sucres. Okay, c'est pas un déchet, parce que ça peut être réutilisé par l'organisme pour produire de l'énergie. Mais voilà, faut pas le voir comme le méchant, le lactate. C'est aussi un substrat énergétique. Ok. Et du coup, toi, comment, si tu pouvais résumer un peu pour expliquer, un athlète, une fois que tu as sa VO2 max, qu'est-ce que tu fais ensuite? Comment tu planifies l'entraînement? Est-ce que tu t'en charges toi? Comment ça se passe ensuite? Ouais. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui va préparer, on va prendre l'exemple du marathon. Quelqu'un qui va préparer un marathon, il va venir au centre, je vais lui faire un test d'effort. Okay, comme ça, je vais connaître son niveau et ses zones d'effort. Il y a classiquement 5 zones d'effort. Okay, la zone 1, c'est sa zone de récupération. Zone 2, zone endurance. La zone 3, c'est zone tempo. Zone 4, c'est la zone du seuil. Et la zone 5, c'est la zone de VO2 max. Donc, je vais obtenir ces zones d'effort à partir des valeurs du test. Donc, son premier seuil, son deuxième seuil. Je vais obtenir des informations en termes de fréquence cardiaque. Tu vois, je vais dire, OK, son premier seuil, il a 140 de fréquence cardiaque. C'est jamais au battement près, mais ça donne une idée. Et puis, en termes de vitesse, je sais pas, 10 km/h. Et puis, pareil pour le deuxième seuil, puis pareil pour ces informations de VMA. Donc, je vais avoir des informations en termes de fréquence cardiaque et de vitesse, d'allure. La VO2 max, je m'en fous. Je l'utilise pas quand je fais une planification d'entraînement. Ok, il a 65 de VO2, mais je me dis pas, pour les raisons que je t'ai citées avant, que je vais utiliser cette valeur à l'entraînement. Ce qu'on va utiliser, c'est 3 valeurs, grosso modo, c'est donc tes allures, ta fréquence cardiaque et le RPE. Le RPE, c'est la sensation physique de l'effort. Sur une échelle de 0 à 10, où 10, c'est un effort maximal. Et ben voilà, c'est un ressenti subjectif de l'effort qu'on utilise aussi à l'entraînement pour pas que être drivé par les datas, mais aussi par cette perception. Et puis ça fonctionne assez bien quand on a l'habitude. Donc, j'ai quelqu'un, j'ai ses valeurs, j'ai ses zones, j'ai toutes ces valeurs physiologiques. Et à partir de ça, du coup, je vais pouvoir programmer ses entraînements. Et donc, les entraînements, ils vont se programmer en fonction de l'objectif. Donc là, on a dit que c'était un marathon. Ça va dépendre ensuite du temps qu'on a à disposition. Tu vois, si la personne vient et me dit j'ai un marathon dans 2 mois, on va pas avoir la même planification d'entraînement que si la personne elle a 8 mois pour préparer le marathon. Tu vois, on va pas préparer la même chose. Et on va prendre en compte sa fréquence d'entraînement, combien d'entraînements elle fait dans la semaine, tu vois, pour gérer les intensités. Et à partir de ça, bah, du coup, on peut mettre en place une périodisation de l'entraînement, donc planifier sa préparation. Et de manière alors assez très basique et schématique, c'est ce que je t'ai raconté avant, on part de quelque chose de non spécifique pour aller vers du spécifique. Donc, si on prépare un marathon, le rythme spécifique, ce sera l'allure tempo, donc ce sera le bas de la zone 3 en termes de zone d'entraînement. Et ça, on va mettre l'accent dessus dans les 2 derniers mois avant la course. Okay. Avant ça, eh ben, on va regarder quels sont justement les points faibles de l'athlète. Et on va travailler justement ces points faibles. Alors peut-être on va mettre l'accent sur le deuxième seuil, peut-être sur son supra-seuil, peut-être sur sa VMA. Et on va faire des cycles d'entraînement
en fait, qu'on va empiler, comme ça, de mois en mois, pour atteindre son objectif. Et de manière assez basique, si on va dire que l'athlète, il a un profil homogène sans trop de déficit, eh ben, le premier cycle pour un marathon, ça peut être du travail de VMA. Donc, on va chercher à développer sa vitesse maximale aérobie. Soit des efforts courts, intenses, machin. Sur le cycle suivant, on va chercher à développer son supra-seuil. Okay. Sur le cycle d'après, son seuil. Et puis sur le cycle d'après, son allure marathon. Tu vois, modèle de l'entonnoir, on part du non spécifique pour aller au spécifique. Et ça permet de développer des qualités par cycle. Donc un cycle, c'est un mois, grosso modo, d'entraînement. Où pendant ce mois, on va progresser pendant 3 semaines sur sa charge d'entraînement. Puis la 4e semaine, ce sera une semaine un peu de récupération pour assimiler ce qu'il a fait avant. Ok. Et puis, pendant cette planification, on va augmenter aussi son volume d'entraînement. Tu vois, sur une planification marathon, le but, c'est pas de faire énormément de kilomètres en début de prépa. Il vaut mieux les faire à la fin. Donc, on va augmenter comme ça progressivement la charge d'entraînement de semaine en semaine, de mois en mois, avant sa course. Et puis, en fonction des différentes distances, par exemple, sur le marathon, 10 km, 5, 42, quel volume par semaine il faudrait viser par rapport à son objectif, en fait? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et il n'y a pas de vraie réponse parce que ça va dépendre de toi, en fait, de la personne. Typiquement, si tu cours, je sais pas, tu cours combien de fois par semaine? 3 fois. 3 fois, 20-25 kills par semaine à peu près? Plutôt 20, je dirais, ouais. Ok. Tu cours 20 kills par semaine. Et on va dire que tu prépares un marathon. Même exemple. Eh ben, je peux pas te faire passer de 20 km semaine à 50 km semaine. En peu de temps. C'est fini. Tu vas te cramer, tu vas te blesser en fait. Tu vois, il y a un stress qui a amené beaucoup trop rapidement. Donc, en termes de volume, et c'est là le principal problème en course à pied, c'est qu'il faut être extrêmement progressif dans l'augmentation du volume pour éviter de se blesser. Typiquement, un truc un peu classique, c'est augmenter de 5 à 10% son volume par semaine. Donc, je peux pas te dire qu'il faut faire 50 km par semaine ou 70 pour préparer un marathon, parce que ça va dépendre de ton point de départ, tu vois. Mais après, il y a des recommandations basiques, vraiment. Ok, je fais un marathon, il faudrait quand même que je cours minimum 4 fois par semaine. Il faudrait que, idéalement, en fin de préparation, ma sortie longue, la plus longue, elle ait atteint 2h30, tu vois. Et puis qu'après, le reste, ce soit de l'endurance et puis une petite séance de fractionné. Et puis ça, tu peux le faire dans chaque pratique, enfin dans chaque distance. Ok, semi-marathon, il faudrait quand même minimum 3 séances par semaine, tu vois, avec une sortie longue qui monte jusqu'à 1h45, 1h50 à peu près. Et puis après un 10 km, 2-3 séances. Mais voilà, il y a pas de, je peux pas dire il faut, tu vois, Il n'y a pas une règle d'or, quoi. Non, non, parce que ça va vraiment dépendre de toi, ce que tu fais aujourd'hui. Et toi, tu cours 20 kills semaine, mais tu vois, il y a des athlètes élites qui sont à 200 kills semaine, tu vois. Ouais. Donc, ça va vraiment dépendre de chacun. Mais après, ce qu'il faut penser et garder en tête, c'est que le volume d'entraînement, donc le nombre de séances que tu fais dans la semaine et la durée totale de ces entraînements, c'est quand même le paramètre, c'est un peu la base de la pyramide de la progression. C'est-à-dire que courir 20 km semaine, en termes de progression, c'est pas la même chose que courir 40, que courir 60. En endurance, quand même, plus tu fais du volume, plus tu vas progresser. Mais il faut faire très attention avec ça, parce que plus tu fais du volume, et si ce volume il est mal amené et mal géré, tu vas te blesser. Donc après, c'est très fin, c'est de dire, ok, j'augmente ce volume avec tel type d'intensité pour progresser dans le temps. Mais ce qui compte, c'est ta progression de volume, tu vois, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, et c'est ton volume long terme qui compte pour progresser aussi. Puis pour ça, il faut pas se blesser. Parce que le meilleur moyen de progresser, c'est de s'entraîner régulièrement et d'augmenter sa charge d'entraînement. Puis si tu te blesses, ça va casser ça. Donc il faut viser vraiment une progression lente et continue, plutôt qu'une progression trop rapide, où tu vas te blesser, puis tu vas repartir à zéro, tu vas revenir, tu vas te blesser. Tu vois un peu le truc. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon. Merci beaucoup. Alors je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, j'ai rien à ajouter. Bon, merci beaucoup Jonas. Merci et à la prochaine.